31 ans avant Jésus-Christ, pendant la bataille d'Actium, une confrontation décisive se joue. Deux flottes s'affrontent violemment. D'un côté, Marc-Antoine et Cléopâtre, de l'autre, un jeune homme ambitieux qui rêve de grandeur. Ce jeune homme, c'est Octave, celui que l'histoire retiendra plutôt sous le nom d'Auguste, le tout premier empereur romain et, selon beaucoup, le meilleur que l'Empire ait jamais connu. Mais comment un simple héritier, encore relativement inconnu du peuple romain et souvent sous-estimé par ses adversaires, est-il devenu l'homme le plus puissant du monde antique? Pour comprendre, il faut remonter aux origines, là où tout a commencé. Avant la naissance d'Octave, Rome traverse une période assez difficile. La République romaine est notamment marquée par des conflits internes et des guerres civiles provoquées par les luttes de pouvoir entre les populares et les optimates, deux factions opposées qui divisent la classe politique romaine. Ces tensions, amplifiées par les rivalités entre des figures influentes comme Marius et Sylla, puis entre César et Pompée, avaient grandement affaibli les institutions traditionnelles tout en créant un climat d'instabilité. C'est dans ce contexte qu'Octave voit le jour sur le mont Palatin le 23 septembre en 63 avant Jésus-Christ, sous le nom de Caius Octavius Turinus. Issu d'une famille respectable mais modeste, il est le fils de Caius Octavius, un notable romain qui avait exercé les fonctions de gouverneur de Macédoine, et d'Atia Balba Caesonia, la nièce de Jules César. Alors qu'Octave n'a que 4 ans, son père décède, le laissant sous la tutelle de sa mère et de sa grand-mère, Julia Caesaris Minor, la sœur de Jules César. Cette dernière porte un intérêt particulier pour le jeune garçon et elle s'assure qu'il reçoive une éducation digne d'un futur homme d'État. Malgré l'absence de son père, Octave reçoit donc une très bonne éducation à Rome, où il est formé entre autres par Marcus Epidius, Apollodore de Pergame et le philosophe stoïcien Athénodore de Tarse, tous des pédagogues réputés dans l'élite romaine. Il apprend entre autres la rhétorique, la philosophie et les arts militaires, des compétences essentielles pour toute personne aspirant à un rôle politique. C'est aussi à cette époque qu'il se lie d'amitié avec des figures influentes, dont Marcus Agrippa, un allié qui jouera un rôle clé dans sa carrière. Agrippa et Octavien étaient amis d'enfance et avaient grandi ensemble. Lors des guerres civiles, le frère aîné d'Agrippa s'était battu contre César et avait été capturé. Octavien lui-même est alors intervenu pour obtenir sa libération. Reconnaissant, Agrippa n'oublia jamais cette faveur et est resté fidèle à Octavien toute sa vie, devenant son meilleur ami et son plus grand allié. Parallèlement, le lien entre Octave et Jules César se renforce. En 51 avant Jésus-Christ, il attire l'attention de son grand-oncle en prononçant l'oraison funèbre de sa grand-mère. À cette époque, César est en pleine lutte pour le pouvoir contre son ancien allié, devenu rival, Pompée. C'est aussi durant cette période qu'Octave commence à se forger une certaine réputation. Un épisode marquant survient lorsqu'Octave et Agrippa tentent de rejoindre César en Hispanie, mais leur navire fait naufrage. Déterminé, Octave décide de traverser une zone hostile pour retrouver son grand-oncle, un exploit qui avait impressionné César et qui avait renforcé leurs relations. Peu après, César franchit le Rubicon en 49 avant Jésus-Christ, déclenchant une guerre civile. Le Rubicon est le fleuve qui séparait la Gaule de l'Italie. Lorsque César traversa la Gaule avec son armée, il commettait un crime capital s'il continuait à commander ses troupes, mais il choisit de le faire quand même, sous-entendant qu'il était au-dessus de la loi et du Sénat. Heureusement pour lui, il sort victorieux de cette guerre civile et devient l'homme le plus puissant de Rome. Mais une question se pose, qui lui succédera ? Marc-Antoine, son lieutenant et brillant chef militaire, semblait être à première vue le candidat naturel. Mais pourtant, César doute de sa capacité à gouverner. Lorsqu'il lui confie temporairement l'administration de Rome, Marc-Antoine fait preuve d'incompétence et tombe en disgrâce. César cherche alors une alternative. Il se tourne vers son jeune neveu, Octave, impressionné par son intelligence et son ambition. En 44 avant Jésus-Christ, César est assassiné par des sénateurs menés par Brutus et Cassius. Mais avant sa mort, il avait rédigé son testament et, contre toute attente, il y nomme Octave comme fils adoptif et principal héritier. À seulement 19 ans, Octave est encore inconnu sur la scène politique romaine. Beaucoup le sous-estiment. Mais il va rapidement prouver qu'il est prêt à jouer dans la cour des grands. Comme l'écrivait l'historien Suétone, il possédait une force d'âme extraordinaire sous une apparence frêle et délicate. C'est donc ainsi que débute son ascension vers le pouvoir, porté par son héritage, son entourage stratégique,
mais surtout son ambition et son talent. Après l'assassinat de César, Rome sombre dans le chaos. Octave, du haut de ses 19 ans, se retrouve alors plongé au cœur de la lutte pour le pouvoir. D'un côté, Brutus et Cassius veulent restaurer la République. De l'autre, Marc-Antoine cherche à s'imposer comme l'héritier de César. Mais Octave n'a pas dit son dernier mot. Pour asseoir son autorité, il joue la carte de la légitimité. Il rappelle à tout le monde qu'il est le fils adoptif et héritier officiel de César. Il s'allie d'abord avec Marc-Antoine et Lépide pour former le second triumvirat, une alliance temporaire pour éliminer leurs ennemis communs. En 42 avant Jésus-Christ, ils affrontent les forces de Brutus et Cassius lors de la bataille de Philippe, et ce fut une victoire totale. Les deux chefs républicains sautent la vie suite à cet échec monumental. L'alliance entre Octave et Marc-Antoine était fragile, alors, pour la renforcer, Octave donne sa sœur, Octavie, en mariage à son allié. Mais ce dernier semblait déjà de plus en plus détaché des affaires romaines. Il finit par divorcer à la fin de 33 avant Jésus-Christ pour raviver sa liaison avec la reine égyptienne Cléopâtre VII, avec qui il avait déjà eu 3 enfants et formé une alliance politique et militaire. Pendant ce temps, Octave, lui, continue de soigner son image à Rome. Il se présente comme le défenseur des traditions et gagne le soutien du peuple ainsi que du Sénat. Il profite alors des erreurs de Marc-Antoine pour le discréditer, l'accusant d'être sous l'influence de Cléopâtre et de vouloir soumettre Rome à l'Égypte. Il va même jusqu'à forcer les prêtresses du temple de Vesta à remettre le testament d'Antoine et le fait lire au Sénat. Ce document cédait des territoires romains au fils d'Antoine et contenait des instructions pour qu'un grand mausolée soit construit à Alexandrie pour lui et Cléopâtre, entre autres stipulations qui, selon Octave, menaçaient la grandeur de Rome et faisaient de Marc-Antoine un renégat. Cette propagande fonctionne à merveille et, en 32 avant Jésus-Christ, le Sénat déclare la guerre à Cléopâtre et à ses alliés. L'affrontement final a lieu en 31 avant Jésus-Christ lors de la bataille d'Actium, une gigantesque bataille navale. La flotte d'Octave, dirigée par Agrippa, écrase celle d'Antoine et Cléopâtre, qui prennent la fuite vers l'Égypte. Un an plus tard, Octave les poursuit jusqu'à Alexandrie et, dos au mur, Marc-Antoine et Cléopâtre choisissent de mettre fin à leur jour plutôt que d'être capturés. Avec leur mort, Octave devient le maître incontesté du monde romain. En 29 avant Jésus-Christ, il retourne triomphalement à Rome et reçoit le titre d'Augustus, signifiant vénérable ou majestueux, un titre habituellement réservé aux divinités. Avec Auguste à sa tête, Rome entre dans une nouvelle ère. En 27 avant Jésus-Christ, l'Empire romain est officiellement fondé. Une fois au pouvoir, Auguste comprend que pour éviter de nouvelles guerres civiles, il doit à tout prix stabiliser Rome. Son règne est donc marqué par une série de réformes qui transforment la République en un empire durable. Officiellement, il maintient les institutions républicaines, mais en réalité, il concentre tous les pouvoirs entre ses mains. Il devient princeps, premier citoyen, et exerce un contrôle direct sur les légions. Le Sénat, bien que conservé, perd une grande partie de son influence, se contentant surtout de ratifier les décisions du premier citoyen et de gérer les provinces sénatoriales. Pour prévenir de nouvelles guerres civiles causées par des généraux ambitieux, il met en place une armée professionnelle. Désormais, les soldats sont payés directement par l'État et ne dépendent plus de chefs militaires rivaux. Il crée aussi la garde prétorienne, une unité d'élite chargée de sa protection personnelle, et instaure une administration efficace pour superviser les finances, les routes et les infrastructures. Mais l'une de ses plus grandes réussites est l'instauration de la Pax Romana, une période de paix et de prospérité qui dure près de 2 siècles. Bon, il y a encore des conflits ici et là, comme les révoltes en Judée, les guerres en Germanie et les campagnes en Bretagne, mais généralement la stabilité interne de l'Empire est bien supérieure à celle de la République tardive. Cette stabilité sans précédent favorise le commerce, l'urbanisme et les arts. Auguste cherche aussi à restaurer les valeurs traditionnelles romaines. Il encourage le mariage et la natalité à travers des lois, incitant les citoyens à fonder des familles. Il lutte contre l'adultère et le luxe excessif, promouvant une image de Rome disciplinée et vertueuse. Parfois, il se montre même intransigeant, appliquant ses principes avec une rigueur extrême. Cette sévérité se manifeste notamment lorsqu'il exile sa propre fille, Julia, en 2 avant Jésus-Christ, pour sa conduite jugée immorale. Bref, sous son règne, Rome devient une véritable capitale impériale. Il fait construire routes, aqueducs, temples et monuments, dont l'Arapacis.
Son règne marque aussi un âge d'or de la littérature, avec par exemple l'Énéide de Virgile, les Odes d'Horace, ou encore les Métamorphoses d'Ovide. À travers toutes ces réalisations, Auguste façonne une Rome impériale resplendissante, posant les bases d'une grandeur qui marquera l'histoire. Après plus de 40 ans de règne, Auguste meurt à Nola, au sud de l'Italie, en 14 après Jésus-Christ, à l'âge de 75 ans. Les causes exactes de sa mort restent floues. Certains pensent qu'il est simplement mort de vieillesse. D'autres suggèrent que sa femme, Livia Drusilla, l'aurait empoisonné pour assurer le pouvoir à son fils, Tibère. Ses dernières paroles officielles auraient été « J'ai trouvé Rome en briques, je l'ai laissé de marbre ». Une phrase qui résume bien l'impact de son règne. Mais selon Livia et Tibère, ces derniers mots auraient été plus théâtraux. Il aurait dit « Ai-je bien joué mon rôle? Alors applaudissez, car je sors de scène ». Le jour de son enterrement, Rome tout entière s'arrête, tous les commerces ferment et une immense procession accompagne son corps jusqu'à son mausolée. Son fils adoptif, Tibère, lui succède et prononce un discours en son honneur. Auguste est alors déifié, rejoignant les dieux du panthéon romain. Auguste n'a pas seulement marqué son époque, il a façonné Rome pour les siècles à venir. Son règne met un terme aux guerres civiles et jette les bases d'un empire qui dominera le monde méditerranéen pendant près de 5 siècles. Ses réformes politiques, militaires et sociales assurent la stabilité de Rome et lui permettent de prospérer bien au-delà de sa propre existence. L'influence du tout premier empereur romain s'étend même jusque dans notre quotidien, et notre calendrier en témoigne. Si le mois de juillet doit son nom à Jules César, eh bien le mois d'août lui rend hommage à Auguste. En l'an 8 avant Jésus-Christ, le Sénat décide de rebaptiser le mois Sextilis en Augustus, en référence aux grandes victoires remportées par l'empereur durant cette période. Et son héritage ne s'arrête pas là. Auguste continue d'inspirer la culture populaire à travers le cinéma, la littérature, les jeux vidéo et les séries télé. Son personnage est souvent représenté comme un stratège brillant et un leader charismatique. On le retrouve par exemple dans des romans comme Moi, Claude de Robert Graves qui décrit Auguste et les jeux de pouvoir de la cour impériale de manière très détaillée, ou encore le roman Augustus de John Williams qui raconte la vie intime de l'empereur à travers une série de lettres fictives. Sinon, au cinéma, il y a eu quelques films classiques, comme par exemple Cléopâtre, réalisé en 1963. L'histoire est centrée sur Cléopâtre et Marc-Antoine, mais Auguste, joué par l'acteur Roddy McDowall, y est présenté comme un stratège habile et implacable. Il apparaît aussi dans la série télé Rome sur HBO, où on le présente comme un jeune homme ambitieux et résilient. Si vous avez en tête d'autres références à l'empereur Auguste dans la culture populaire, je vous invite, comme d'habitude, à les partager avec nous dans les commentaires. Bref, Auguste n'était pas seulement un empereur, c'était un visionnaire. Son règne n'a pas seulement changé Rome, il a changé l'histoire. Alors voilà, c'est ce qui conclut ce profil historique sur l'empereur Auguste. Si la vidéo vous a plu et que vous voulez voir plus de contenu similaire, n'oubliez pas de la partager, de vous abonner et de laisser un like pour ne pas manquer les prochaines sorties. Et si vous avez des suggestions pour d'autres profils historiques, vous pouvez me le faire savoir dans les commentaires. Merci encore tout le monde pour votre soutien, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.